réalise chaque année. On aime bien comparer en fait l'état d'avancement, donc c'est toutes les puissances installées solaires en France ou en Hauts-de-France ramenées par habitant. Souvent on fait la comparaison de la puissance totale installée par pays. Nous on aime bien ramener un peu à l'habitant, ce qui est plutôt cohérent vu qu'on doit ramener une production par rapport à un besoin en énergie. Et donc vous voyez effectivement que la Belgique, ça a toujours un peu piqué notre curiosité, c'est qu'ils ont quasiment 10 fois plus de puissance installée solaire. Là où on passe la frontière, en étant frontalier, on voit très vite qu'il y a des panneaux sur la plupart des maisons. Et donc c'est vrai que ça a toujours un peu questionné à se dire effectivement quel est le secret de la Belgique d'avoir pris cette belle avance, on va dire 10 ans sur nous en termes de déploiement du solaire. Et effectivement, ça donne aussi peut-être un avantage sur des problématiques que nous, on est confrontés actuellement, notamment avec les prix négatifs, un nouveau sujet qui apparaît un peu médiatiquement. Mais pour ceux qui ont déjà un mix électrique renouvelable plus important, effectivement, ils sont déjà confrontés à cette problématique depuis plusieurs années. Donc c'est un peu un des points de départ de cette seconde séquence. Et c'est l'occasion aussi de questionner un peu la place qu'on veut accorder un peu à chaque acteur, donc le citoyen, est-ce qu'il est considéré comme producteur, comme simple consommateur captif de la fourniture d'énergie, est-ce qu'il est autoconsommateur, et c'est notamment parce que là récemment le cadre réglementaire a changé, on est passé à 4 centimes l'achat du surplus pour le secteur du résidentiel, donc on a divisé par 3 le tarif d'achat du surplus, et finalement qui n'encourage pas en tout cas la massification du solaire pour les particuliers, et plutôt effectivement à autoconsommer. Mais c'est peut-être une manière et un risque de tuer le gisement de développement du solaire sur des petites installations. Et aussi l'absence de perspective du contrat d'obligation d'achat au-delà de 20 ans. Vous avez un contrat avec l'achat de surplus, mais actuellement l'État ne propose rien, et même les opérateurs privés sont un peu en difficulté à apporter quelque chose après à l'échéance du contrat. Donc voilà, c'est un peu en préambule de cette séquence. Et donc je vais laisser la parole à Julien et Benjamin qui vont témoigner. Et pour commencer, on va parler un peu de recontextualiser un peu la genèse de vos structures par rapport un peu en parallèle au cadre réglementaire, parce que c'est un peu intimement lié les évolutions et la naissance de la genèse de vos structures, et avoir vos regards un peu croisés sur la Belgique et la France. Je laisse Benjamin commencer. Ok, bonjour. Merci pour l'invitation et joyeux anniversaire. Voilà, alors Énergie Commune, on est une association qui s'appelle Énergie Commune depuis quelques années, mais qui s'appelait APER. Jusqu'il y a quelques années, APER, c'est pour Association de promotion des énergies renouvelables. Voilà, j'expliquerai pourquoi on a changé de nom, ça fait partie de l'histoire. Nous, on existe depuis 1991 et le premier contrat qu'on a eu à l'époque, je ne travaillais pas là, c'était le recensement des sites, de tous les sites hydroénergétiques de jadis, donc pas spécialement pour de l'électricité, mais voilà, les moulins, quoi, en gros. Plutôt dans la partie sud du pays, parce que c'est la partie qui est un peu plus vallonnée et qui s'appelle d'ailleurs la Wallonie. Donc voilà, ça c'était le premier contrat. Donc l'association a vraiment démarré sur cette idée d'aller voir un peu, tiens, l'historique au niveau de l'hydroénergie, qu'est-ce qu'il y avait. Et puis bon, ça a un petit peu évolué et on a plutôt évolué vers l'éolien en réalité. À l'époque, l'éolien qui était un peu balbutiant, toujours avec une compétence hydroénergétique, mais voilà, en Belgique et en Wallonie en particulier, le gisement est vraiment tout petit. Et ben alors, ça s'est développé sur l'éolien avec une mission dite de facilitateur, donc d'information, etc. Et puis, ça a un petit peu évolué sur le solaire thermique aussi, assez bien même. Et donc voilà, on avait l'éolien et le solaire thermique qui étaient les deux grosses technologies dont on parlait beaucoup. Le photovoltaïque était beaucoup trop cher encore à l'époque, donc là on est au début des années 2000 pour se développer. Et puis il y a eu des systèmes européens qui ont été mis en place, les États membres ont dû mettre en place des systèmes de soutien aux technologies renouvelables, que ce soit du feed-in tarif, des certificats verts ou autres. Et c'est là qu'on a vu l'éolien fortement se développer, avec des machines plus grandes et de type industriel.
Et puis on a vu tout doucement apparaître le photovoltaïque, avec un gros boom à l'époque, d'abord en Espagne, puis en Allemagne et chez nous, et avec des systèmes de soutien qui l'ont vraiment développé, mais des systèmes de soutien de type subside, toujours. Néanmoins, les prix ont fortement diminué, ça a été évoqué tout à l'heure, les systèmes de soutien n'ont pas été aussi réactifs que les diminutions de prix, donc ça a été très très vite quelque chose de très très rentable pour un particulier en Belgique de mettre du photovoltaïque. À l'époque, moi j'ai placé 3 kW crête qui m'ont coûté 16 000 € avec un temps de retour en 2,8 ans. Mais si. Donc voilà, c'est pour une indication. Donc c'était cher, mais 2,8 ans, vous les mettiez évidemment. Il fallait savoir juste calculer en fait, à l'époque pour mettre du solaire photovoltaïque. Il ne fallait pas avoir de l'argent en fait, parce que vous pouviez emprunter avec un taux de rentabilité comme ça, vous pouviez emprunter même à prix élevé. Bon, c'était pas la motivation première, mais en fait le fait est que c'était comme ça. Et donc il y a eu un gros boom. Alors les différents systèmes d'aide se sont adaptés à la baisse avec un effet retard par rapport à cette diminution du prix. Voilà, à tel point qu'aujourd'hui, si vous placez du photovoltaïque en Belgique, vous n'avez plus aucun système d'aide, même pas un tarif de rachat. Okay, voire même potentiellement, on vous le rachète, enfin vous devez payer, vous pourriez, ça dépend de votre situation, mais payer pour qu'on vous le rachète. Donc ne pleurez pas avec votre tarif de rachat à 4 centimes, s'il vous plaît. Voilà. Bon, le solaire thermique, entre-temps, est vraiment une filière relativement morte chez nous. Donc on n'en parle plus trop, on ne travaille plus trop sur le sujet chez nous, même si on garde des compétences. L'éolien, en fait, c'est vraiment un domaine qui est passé chez les fournisseurs, pour le dire comme ça, enfin pas spécialement chez les fournisseurs, mais qui est vraiment valorisé sur la fourniture, enfin dans le marché de la fourniture, que ce soit des fournisseurs traditionnels ou des fournisseurs style plus coopératifs qui ont plus de place dans notre cœur. Voilà. Mais clairement, c'est quelque chose qui comment dire, c'est collectif à la base parce que pour mettre en place une éolienne, vous avez besoin de ramener beaucoup d'argent, donc faire par exemple une coopérative citoyenne avec beaucoup de personnes, et ça se valorise sur des gros marchés. Et puis le solaire photovoltaïque s'est développé récemment avec une activité de marché, le partage d'électricité, donc energy sharing, electricity sharing. Donc j'évoque ici les directives européennes qui introduisent cet élément comme une activité du marché de l'électricité en particulier, au même titre que la fourniture. Alors en France, vous êtes plus habitué à entendre autoconsommation collective. C'est la même chose, un peu de choses. Enfin oui, c'est la même chose. C'est une nouvelle activité de marché. Et là, on peut vendre, acheter sur un marché. Et c'est assez intéressant parce que dans la mesure où tout un tas de subsides qui sont toujours liés à un stop and go, je suis un ministre favorable à ça, je lance le truc, on me revient en disant ça coûte trop cher, j'arrête. Enfin bref, le stop and go que vous connaissez, qu'on a connu aussi d'une certaine manière en Belgique, à partir du moment où ça passe dans une dynamique marché et dans la mesure où on s'intéresse à cette logique, on s'affranchit des subsides et des stop and go potentiels. Après, du coup, on se frotte avec la fourniture, il y a une forme de concurrence, et avec les acteurs de la fourniture, qu'ils soient dans notre cœur ou pas, et donc il faut que ces deux marchés s'intègrent, quoi. Donc nous, on a changé de nom quand ce partage d'électricité est arrivé, parce qu'on s'est dit, tiens, génial, maintenant il y a une activité de marché qui peut du coup être dynamisée par la volonté des consommateurs finaux eux-mêmes, et plus par « je vous mets un subside, allez-y ». Voilà. Et ces consommateurs finaux peuvent être producteurs ou consommateurs. En substance, c'est ça. Et aujourd'hui, on travaille énormément sur ce sujet. Et c'est pour ça qu'on a changé de nom. Pourquoi ? Parce qu'on travaille dans les communautés d'énergie qui intègrent le partage d'électricité. On travaille avec les communes, donc les municipalités. Et l'énergie étant considérée comme un bien commun, ça a déjà été évoqué jusqu'avant. On a changé de nom pour être plus explicite sur qui on est. Merci. Julien ? Merci. Alors, j'ai un schéma. Effectivement, bon anniversaire. Merci de le rappeler. Et ça va plaisir puisque Enercop fête ce même anniversaire cette année. On a également 20 ans. Ce qui veut dire qu'on existe depuis mathématiquement 2005. Donc, ça va me permettre de faire un petit historique. Je rappelle que Enercop est au singulier, mais en fait, on est un réseau
un réseau de coopératives. Il y a plusieurs coopératives locales, dont ici Enercop Hauts-de-France. Et il y a une coopérative qui est à Paris, qui a une activité aussi de fourniture d'électricité. Donc depuis 2005, Enercop est là pour accompagner la transition énergétique et la transition énergétique citoyenne à travers une foule de métiers, dont la fourniture. Et c'est un peu sur ce métier-là qu'aujourd'hui je vais ouvrir une porte et un peu tout ce qu'il y a derrière, avec un aspect finalement assez opérationnel sur ce qu'on appelle le marché de l'électricité. Du coup, je suis venu avec ce schéma qu'on utilise beaucoup en interne pour essayer de voir un peu tout ce qu'on fait derrière. Sur ce marché de l'électricité en France, l'électricité vient déjà des producteuristes d'électricité qui sont en tout début et qui vont injecter sur le réseau qui est géré par Enedis et RTE jusqu'aux consommateuristes finales et finaux. Nous, on ne touche pas à ces réseaux. On va toucher par contre à tout un tas de métiers qui sont un peu plus virtuels et qu'on fait assez bien derrière un ordinateur. Donc, le premier de nos métiers, c'est la fourniture d'électricité, c'est-à-dire qu'on va produire des factures pour les clientes et clients du fournisseur d'électricité et on va donner un sens à ces factures, c'est-à-dire ces factures permettent d'accélérer la transition énergétique renouvelable en France. Pourquoi? Puisque nous achetons aussi l'électricité à des producteurs et des productrices. Il y a un mot à Enercop qu'on n'utilise pas beaucoup, mais qui est en fait un peu plus développé sur le marché de l'électricité, qui est le mot d'agrégateur. Un agrégateur, c'est normalement une entreprise qui justement achète de l'électricité à des producteurs et des productrices, qui la revend et qui fait une marge. Donc en fait, du point de vue de certains producteurs et productrices, nous sommes leur coopérative agrégatrice. Il y a donc les producteuristes, les consommateuristes et nous en tant qu'agrégateurs et fournisseurs. Et au milieu de tout ça, on va aussi parfois avoir recours au marché de l'électricité qui est une bourse de l'électricité sur laquelle on peut acheter et vendre de l'électricité. Et le dernier type d'acteurs que l'on va avoir sur le marché, ce sont les responsables d'équilibre qui s'occupent d'avoir une responsabilité comptable, qui vont s'occuper de avoir dans un périmètre qui est un espace virtuel des mégawattheures qui rentrent et qui sortent. Et si leur périmètre n'est pas équilibré, RTE revient les voir et leur dit « Votre périmètre n'est pas bien équilibré. Moi, ça m'a un peu empêché d'équilibrer physiquement le réseau. Donc, vous allez payer le prix correspondant à ce déséquilibre. » Donc, il y a ces trois espaces de circulation de l'électricité. Il y a un espace physique, il y a un espace économique qui passe à travers le marché et il y a un espace virtuel qui sert à la bonne comptabilité. Et pourquoi j'insiste un peu sur cet aspect technique, puisque Enercop est donc sur plusieurs de ces métiers. On est fournisseur, on est agrégateur et on est responsable d'équilibre. Et toute la suite de la présentation, elle devait durer 1 heure, mais le monsieur là-bas y a répondu en 5 minutes. À la fin, de toute façon, je parle d'heures creuses. Le but de cette présentation, c'est qu'actuellement sur le marché, on le disait, il y a des prix négatifs et il y a une mise en lumière d'acteurs et d'actrices qui sont les responsables d'équilibre et qui sont les agrégateuristes et qui sont là pour résoudre une équation actuelle qui est l'équation entre une installation renouvelable et solaire qui a un coût à construire face à la valeur de cette électricité sur le marché actuellement, face à le prix que les consommateurs sont prêts à payer pour leur électricité en fonction du sens. Et pour l'instant, il y a un écart entre ces différentes volontés pécuniaires. Et donc, les agrégateuristes et les responsables d'équilibre et les fournisseurs sont au milieu et essayent de tirer les ficelles entre ces différentes volontés. Et pour nous, Enercop, c'est très intéressant, parce que justement, on est un peu au cœur d'un des objets politiques qu'on avait dès la création en 2005. C'est-à-dire réunir, conscientiser le prix et la valeur de l'énergie renouvelable dans les factures et tisser un lien économique consenti et éclairé et même négocié entre les producteuristes et les consommateuristes.
Donc on existe depuis 2005 et on a cette volonté et ces enjeux-là, on les porte depuis. On a pas mal accompagné les filières renouvelables là-dessus. Du coup, on a connu le moment où l'hydroélectricité sortait de l'obligation d'achat pour devoir trouver des acteurs privés pour vendre leur électricité en 2012. En 2016-17, on a eu une grande fierté, c'est nous aussi de pouvoir être un opérateur de l'obligation d'achat. Pour les plus grands parcs, en 2019, on a été en première ligne aussi pour proposer des contrats pour accompagner un mécanisme de soutien qui s'appelle le complément de rémunération. Plus récemment, on a traversé la crise de l'énergie de 2022-2023 avec la filière et avec les clientes et les clients. Et la situation actuelle, c'est cet état des lieux du marché où les prix sont plus faibles. Et c'est monsieur le maire qui le disait, pour l'instant, l'après-midi, les éoliennes ne tournent pas. Mais comme c'est un anniversaire et un événement joyeux, on va essayer de transformer ça en message positif dans le reste de la présentation. Okay. Je peux prendre peut-être la main sur le boîtier pour passer les diapos à ton rythme. Justement, donc, après cette introduction sur votre histoire, on va parler de maintenant. Quelles sont un peu les problématiques actuelles pour les acteurs du marché de l'électricité, mais autant le point de vue un peu croisé, consommateurs, fournisseurs, producteurs. Donc tous les deux, vous allez effectivement prendre la parole. Je t'en prie, Julien. Oui. Donc, actuellement, il se passe un déséquilibre de l'offre et de la demande. À savoir qu'il y a beaucoup d'électricité qui est produite, et ça c'est grâce aux renouvelables, et c'est une bonne nouvelle, et il y a une consommation qui baisse. Du coup, ça a un impact sur ce marché de l'électricité qui est une sorte de marché boursier. Là où ça va être intéressant, et là où on va mettre un peu les mains dans le cambouis, c'est que on va pouvoir rentrer dans une réflexion où cette rencontre de prix, on ne va pas l'établir sur des chiffres annuels et sur des échéances assez longues. On va pouvoir se poser un peu la question finalement de qu'est-ce qui se passe sur un petit pas de temps. Le pas de temps du marché actuel, c'est le quart d'heure ou la demi-heure. Donc on va pouvoir aller voir à cette maille de temps ce qui se passe. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, parce que ça veut dire que maintenant la réflexion va être comment est-ce que la consommation et la production se rejoignent en instantané, qui est l'enjeu de l'électricité, et c'est pour ça que le mot stockage revient très régulièrement. Donc, une des conséquences sur le marché de ce déséquilibre offre-demande, c'est l'apparition sur le marché de prix extrêmement bas. Il y a plusieurs marchés de l'électricité. Si on regarde le marché qu'on appelle le marché spot, qui sont des prix du jour pour le lendemain, eh bien, on voit d'abord une assez grande volatilité. Sur une même journée, il peut y avoir des prix assez hauts puis assez bas. Et il y a une particularité, effectivement, comme tu le disais, du marché, qui s'appelle les prix négatifs, qui existaient auparavant, depuis assez longtemps, mais qui se multiplient. Un prix négatif, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que le producteur ou la productrice qui a quelque chose à vendre, c'est-à-dire de l'électricité, doit payer pour vendre cette électricité sur le marché. C'est un signal du marché qui est qu'à l'instant T, pendant les prix négatifs, il y a trop d'électricité par rapport à la demande. Donc, on a eu en 2024 une explosion de ces prix négatifs. On a eu de manière générale une explosion de prix assez bas, en dessous de 10 € du mégawattheure. On peut regarder le moment où ces prix négatifs ont lieu. Eh bien, ça correspond à peu près au moment aussi où il y a une production solaire. C'est-à-dire que la plupart des prix négatifs arrivent dans l'après-midi, quand on regarde dans la journée, et il y en a plus pendant le printemps. Il y en a plus pendant le printemps, puisque en été, justement, il y en a un peu moins, justement du fait de l'émergence de la climatisation. Et puis au printemps, c'est aussi le moment où la filière hydroélectrique produit du fait de la fonte des glaces. Et donc, il y a beaucoup d'électricité qui est produite au printemps.
Voilà. Et par ailleurs, le week-end, il y a des heures négatives qui apparaissent aussi un peu plus régulièrement, puisqu'en week-end, la consommation nationale baisse, puisque les gens travaillent moins. Donc, pour la filière solaire, quand elle est exposée à ces prix de marché spot qui sont négatifs, eh ben, elle ne capte pas les meilleurs prix du marché. Donc elle est exposée à deux phénomènes, la filière solaire. Le premier, c'est la cannibalisation, c'est-à-dire que plus il y a de solaire produit, plus la valeur sur les marchés baisse, et plus il y a de solaire, moins la valeur du solaire est haute. Donc le solaire, dans ce mot-là, porte préjudice au prix du solaire. Donc ça, c'est un phénomène qui se traduit dans les prix spot négatifs. Le deuxième, c'est que la valeur profil du solaire n'est pas en phase avec les prix du marché. Donc la valeur profil, c'est-à-dire que le solaire dans l'après-midi, et c'est justement dans l'après-midi que les prix sont les plus faibles. Donc la valeur solaire ne capte pas les prix spot les meilleurs. Il y a quelques chiffres voilà, qui sont là, que j'ai aussi devant. En 2024, le solaire a capté à peu près 67% de la valeur marché qui est le spot en France. Pour l'éolien, qui a une courbe de production plus en été et un peu plus la nuit, c'était 90%. Le mois de mai pour le solaire a été catastrophique pour cette captation du marché, puisqu'on était à 5 euros du mégawatt en moyenne pour la filière. Voilà, donc tout ça, c'est pour l'aspect un peu embêtant pour l'instant du marché, mais on verra les solutions. Tout ça dans, en plus, une sorte de contexte de fébrilité. Il y a d'abord une fébrilité, je dirais, technique sur l'équilibrage du réseau qu'on perçoit à Enercop. On nous envoie des signaux, c'est très important, que le solaire et que les renouvelables produisent, qu'on sache quand elles produisent, comment et tout. Deux exemples. RTE a envoyé un courrier au responsable d'équilibre en avril en leur disant bon, vous êtes responsable d'équilibre, vous devez absolument avoir dans votre périmètre d'équilibre autant d'électricité qui rentre qui sort, c'est votre métier, vous le faites certainement bien, merci de le faire encore mieux. Donc ça, c'est il y a un peu cette attente-là. Les pouvoirs publics sont aussi en train de mettre en place un mécanisme réglementaire obligatoire qui s'appelle le mécanisme d'ajustement pour les renouvelables, dont le but sera de donner à RTE les moyens d'activer ou désactiver les grandes centrales renouvelables à distance, un quart d'heure avant le moment de production prévu, pour pouvoir gérer l'équilibrage du réseau. Et puis, dans tout ça, il y a aussi une fébrilité politique qu'on a abordée dans la conférence précédente, où, pour l'instant, les renouvelables jouent en défense. Voilà. C'est à peu près ça le contexte. J'ai déjà pas mal parlé. Si jamais je me suis enflammé, que j'ai utilisé des acronymes par enthousiasme dans les questions, je peux reclarifier, c'est une partie un peu complexe. Mais sinon, c'est bon pour moi pour cette première partie. Merci, on va laisser Benjamin prendre la suite. Merci. Yes. Je vais faire une transition rapide de ce que tu viens de dire vers du plus décentralisé. Ça, c'est des éléments qui ont déjà été évoqués dans la présentation avant la pause. En fait, donc le solaire, c'est un énorme boom au niveau mondial. C'est gigantesque en fait, et ça, c'est même un slide qui pourrait être actualisé. Et quelque chose qui arrive aussi en force, alors c'est assez symbolique, mais il y a une électrification de certains usages qui ne l'étaient pas préalablement, et l'élément très parlant pour beaucoup de personnes, ou en tout cas symbolique, c'est les véhicules électriques, n'est-ce pas? Ça, c'est ce que Julien vient globalement d'expliquer. Et qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que, c'est quoi le futur du solaire? Je vais me refocaliser sur le solaire. Est-ce qu'il est compris, incompris? Qu'est-ce qu'on a devant nous? Je pense qu'on a encore plein de surprises. Mais en gros, le solaire, ça croît partout, ça a été dit, très très vite, très fort. Et il n'y a aucun pays, à part la Chine, qui peut ne pas subir cette croissance. La Chine pilote à certains égards cette croissance. Donc, j'aime pas le solaire ou j'aime le solaire, en fait, ça change rien, ça va arriver en raz-de-marée, quoi. Parce que c'est moins cher, point.
et que c'est facile et c'est accessible à pas mal de bourses. Qui a du solaire ici, photovoltaïque? Ok. Qui sait ce que c'est un marché spot? Parce que ça a été pas mal cité, mais quand même, c'est bien. Bref, mais en tout cas, ça va être un raz-de-marée en fait, et ça n'a rien à voir avec le marché spot. Et ça explose le marché spot en fait. Et ça, c'est un problème parce que c'est le deuxième point et que Julien vient d'évoquer, c'est que sur les marchés qui ont été construits pour des productions centralisées et de grande taille, ça détruit complètement le modèle en fait. Plus on met de solaire, moins l'énergie est chère, moins c'est rentable. Et donc moins on doit investir. Donc c'est aussi la branche sur laquelle on est assis en fait. Par ailleurs, il y a des soutiens traditionnels, souvent décriés sur les réseaux, évidemment, qui ne sont pas adaptés à une production décentralisée de ce type-là, et une production qui, par ailleurs, n'est pas en phase avec une demande ou l'inverse. On n'a pas l'habitude, en fait, normalement, je mets quelque chose dans la prise et j'ouvre l'interrupteur, il y a quelque chose, il y a toujours. Je ne me préoccupe pas de savoir s'il y a de l'énergie ou pas, il y en a, en fait. On est tous et toute une génération robinet en matière d'énergie, quoi. Il y a un mot qui est évoqué par la dame du premier panel, dont j'oublie le prénom, je m'en excuse, mais... Comment ? Barbara, merci. Qui est pour moi crucial et qu'on pourrait mettre plus en avant, c'est la notion de pédagogie. On va complètement changer de monde, on change complètement de monde de l'énergie, personne ne sait vraiment vers où on va, alors on peut faire plein de projections et qu'il faut faire, c'est super intéressant de faire des calculs et des machins, mais en fait il y a des choses qui changent complètement, quoi. Je veux dire, on a parlé du prix faible le week-end par exemple. Ben, peut-être que demain, les week-ends en Belgique devraient être différents des week-ends en France pour équilibrer le marché. Peut-être que demain, en fait, les vacances, c'est plus en été, mais c'est en hiver, ou je sais pas, parce qu'en été, il faut travailler pour consommer l'énergie disponible et la stocker sous forme de biens, d'aliments, que sais-je, parce qu'on a une opportunité, en fait, de travailler et d'avoir une énergie abondante et pas chère, en fait. Donc on change, c'est fini les vacances l'été, ça va, ok? Mais enfin, c'est des trucs, en fait, ça fait rire, mais du coup, il faut réfléchir, tiens, mais pourquoi on a des week-ends, pourquoi on a des vacances, etc. Les raisons de base, pourquoi c'est des vacances l'été? Juste, c'est à cause du soleil, déjà, hein. Mais pas pour la même raison, c'est-à-dire qu'à l'époque, on ne pouvait pas avoir école, parce qu'en été, il faut récolter et transformer les aliments. Et donc on a besoin des enfants dans les champs, et donc l'école ne peut pas ouvrir parce qu'il n'y a pas d'enfants, quoi. Donc on fait vacances. Mais c'était pour travailler, en fait, les congés scolaires. C'était pas des vacances. Enfin bref, peu importe. L'idée, c'est qu'on va vers des choses qu'on ne connaît pas, en fait. Et donc, voilà. Mais par contre, on peut les construire. On peut essayer de voir vers où on a envie d'aller. La caractéristique, mon dernier point, qui fait la transition vers ce qui nous occupe plus et qui est très complémentaire avec ce que Julien vient de présenter, en fait, c'est qu'effectivement, comme je l'ai déjà évoqué, le côté très décentralisé du solaire photovoltaïque ici n'a aucun espace d'expression correct, n'est pas attribué correctement, il fout le bordel dans le marché de l'électricité. Et voilà. Alors si la plupart quand même ne comprennent pas bien le marché spot, et c'est très très bien, c'est pas du tout une tare, ce qu'on voit venir chez nous, c'est pareil, hein, il y a plein de solaires, mais personne ne sait ce que c'est un marché spot, et c'est normal. Par contre, ce qui marche chez l'équilibre du réseau, c'est des notions super utiles, importantes, cardinales, mais que personne ne comprend parce que c'est dans des chambres, ça a été trop monopolisé jusqu'à présent, avec des acteurs plus citoyens. Il y a de la pédagogie qui peut être faite et c'est super important. Mais ce que les gens voient et qui fait un peu bouger chez nous pour l'instant, c'est quoi? C'est une dimension beaucoup plus concrète et physique, c'est-à-dire que avec le solaire décentralisé, on arrive à des productions qui dépassent les capacités juste des câbles. Donc la taille des tuyaux, pour le dire un peu platement, est trop petite, quoi, par rapport à ce qui est produit en pleine journée. Et donc ça se traduit pas par, ça se traduit par des surtensions. Et quand il y a une surtension dans un réseau, les onduleurs, un des composants des installations photovoltaïques, comme on dit, ils décrochent, donc ils s'arrêtent, quoi. Ils arrêtent de produire. Et les gens qui commencent à voir ça, ils sont un peu là, ça j'aime pas parce que moi j'ai mis des panneaux solaires pour produire. Et il y en a qui voient ça une fois, 2 fois par jour, il y en a qui voient ça 50 fois par jour, il y en a qui voient ça de 10h à 16h par des journées bien ensoleillées où le solaire ne tourne pas.
Et donc ça, c'est hyper matériel d'un point de vue pédagogique, ça motive les gens à fond pour d'abord râler, bien entendu. Donc notre équivalent Enedis ne fait pas son boulot alors que je paye mes impôts, blablabla. Qu'est-ce que vous foutez? En plus, vous faites des études, vous n'êtes même pas capable d'anticiper. Enfin bref, tout ça quoi. Sans se dire que tiens, mais peut-être qu'en fait, déjà si je consomme pendant qu'il y a du soleil, c'est pas mal. Et voilà, donc ouais, on va mettre des batteries, ça va aller, c'est génial. Ok, d'accord, mais mets ta machine à laver en pleine journée. Ok, c'est dérisoire, mais c'est déjà ça. Et puis la batterie, elle arrive, quoi. Elle est sur roue, en fait. Donc branche ta bagnole en journée. Oui, mais je suis pas là. Hein. Mais au boulot, tu vas faire pareil. Et puis ton voisin peut se brancher chez toi. Enfin bref. Donc on est dans toutes des logiques. Tiens, ton voisin peut se brancher chez toi. Il faut que tu lances ta machine maintenant, même si tu n'as pas de solaire, parce que ça va être ton voisin qui en a. Et donc on commence à voir qu'il y a des trucs et astuces à faire concrètement tous les jours. Ton eau chaude sanitaire, il y en a un qui vend un routeur solaire. Là, vous devez tous mettre ça. Hein. Je prends 10% de com, ça va? Non, il faut tous mettre ça. L'eau chaude, il faut la produire pendant la journée, en fait, sur le solaire, quoi. Et ça diminue l'injection, et donc ça vous permet de produire, ça permet à vos voisins de produire, etc. Et donc, du coup, il y a une dimension collective, mais hyper locale, liée à la physique du réseau qui commence à apparaître, mais qui n'a aucun prix. Et c'est là que ça connecte avec cette idée qui est un peu top-down à la base, ou qui peut paraître comme telle, de partage d'électricité. Et donc, je vais aller... Peut-être là, c'est peut-être la seule... Ah non, il n'y a pas de texte, c'est très bien. C'est une image. Donc la seule, peut-être le premier marché ou la première activité que nous on voit arriver et qui se développe plus ou moins en Belgique, c'est le partage d'électricité ou l'autoconsommation collective ici, qui a tout un tas de vertus, des vertus physiques, même si elles ne sont pas encore démontrées, et ça va être très très difficile à faire, pour plein de raisons. Qui ont des vertus économiques parce qu'on se partage entre soi pendant le même quart d'heure. Hein, donc la question de l'équilibrage, je vais résumer, mais se joue par la temporalité. Donc si moi j'injecte 1 kWh de solaire pendant un quart d'heure, mon voisin peut l'avoir s'il a consommé l'équivalent. Donc ça se joue, c'est une synchronisation quart horaire, pour le dire autrement, en France aussi. Depuis peu. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Enfin bref, ça a des vertus économiques locales et a priori techniques sur le réseau, même si c'est peu démontrable, oui c'est ça. Et alors de solidarité. Si moi j'ai, pour plein de raisons, les capacités d'avoir des panneaux solaires, parce que j'ai une capacité économique, soit j'ai de l'argent ou une banque veut bien m'en prêter, j'ai accès à un toit et je suis propriétaire. Souvent c'est les trois facteurs. Si un des trois facteurs n'est pas présent, jusqu'à présent, chez nous, on n'investissait pas dans du solaire. Hein. Tu n'es pas propriétaire, tu n'investis pas. Tu es propriétaire, mais tu n'as pas d'argent, tu n'investis pas. Tu as de l'argent, tu es propriétaire, mais tu n'as pas accès à un toit parce que tu es dans un appartement, tu n'investis pas non plus. Et avec le partage d'électricité, donc il fallait oui aux trois questions pour investir. Avec le partage d'électricité, ça peut être non aux trois questions et vous pouvez avoir accès parce que vous pouvez acheter à votre voisin qui a un toit avec des panneaux. Donc ça, nous, on trouve ça beau. Et donc voilà, et donc on travaille là-dedans. Alors ça pose plein de questions parce que effectivement, par rapport à l'équilibre, on a un petit souci. Et donc on a deux systèmes qui commencent à coexister sur un marché. Donc celui que je viens d'expliquer très vite, enfin je l'ai cité en fait, c'est le partage. Alors vous pouvez, c'est le nom européen qu'on a traduit en Belgique. Hein, donc ne cherchez pas une valeur religieuse, enfin pas religieuse. C'est pas partagé parce qu'on est gentil. Hein. Non, c'est le nom, quoi. Hein. En France, vous parlez plutôt d'autoconsommation collective, donc vous pouvez mettre autoconsommation collective si vous voulez à côté. Et là, on trouve des acteurs, donc je les ai rapidement mis. On peut avoir des sociétés de services, par exemple, nous, Énergie Commune, on fait partie, on essaie de développer ce genre d'activité. Vous avez le responsable d'équilibre, donc je tourne dans le sens, il y a un petit, ah oui non, si j'éclaire là, vous ne verrez pas. Bref, il y a éventuellement des banques pour soutenir les investissements. Vous avez les producteurs. Le ou les producteurs, vous avez le gestionnaire de réseau comme acteur et les consommateurs pouvant être les producteurs. Ça c'est un peu l'écosystème un peu basique, j'ai envie de dire, de l'autoconsommation collective. Et à côté vous avez l'écosystème, chez nous on ne voit pas grand chose avec les couleurs mais c'est pas grave, de la fourniture que Julien a expliqué. Et c'est intéressant de voir qu'il y a deux acteurs communs aux deux écosystèmes, le consommateur, d'une part, et le responsable d'équilibre.
Et donc voilà, c'est les deux acteurs qui devraient pouvoir se parler pour dire comment on développe ces marchés de manière cohérente et en harmonie. Parce que quand il n'y a pas de soleil, vous avez besoin de votre fournisseur, absolument, parce que lui, il a des éoliennes, il a de l'hydroénergie, que sais-je, de la biomasse. Enfin, il a accès à des systèmes qui coûtent très cher et qui ont besoin de collectiviser de l'argent pour être mis en place. Mais les panneaux solaires, pour la plupart, en tout cas, ça peut être quelque chose qui peut être fait sur une multitude, disons, de petites toitures, et même aussi dans les centres urbains, ce qui n'est pas évident pour les autres systèmes de production. Voilà. Ouais, donc, Derbe, si tu peux passer, je le passe aussi. Voilà. Donc, pour la suite, merci à tous les deux. La dernière question, c'est on a parlé effectivement un petit retour historique, les problématiques actuelles, et maintenant on va un peu se projeter dans le futur. En fait, quelles sont un peu les conditions ou solutions pour on va dire un équilibrage aisé du réseau, et finalement quelle place coordonnée des différents acteurs. Donc il y a déjà des pistes qui ont été évidemment qui sont déjà explorées actuellement, mais si vous pouvez tous les deux apporter un peu un éclairage de ce point de vue. Oui, je peux commencer. D'ailleurs, je suis en train de réaliser qu'on est en train de dévoiler qu'on a préparé les présentations avant les questions. Donc, en fait, on avait les questions avant. Là, du coup, on va rentrer un peu dans la zone d'enthousiasme côté Enercop. D'ailleurs, il y a un chiffre que je n'avais pas donné. On achète de l'électricité à des producteurs et des productrices. Je pense que d'ici la fin de l'année, on achètera l'électricité d'à peu près 600 points d'injection, 600 sites de production. Parmi ces 600, je pense qu'il y en a 400, 450 qui sont des sites solaires, surtout les 75 plus petits producteurs et productrices chez nous produisent 1% de l'électricité totale qu'on commercialise. Donc, on a effectivement l'agriculture aussi de beaucoup de sites, y compris justement de sites en autoconsommation. Et j'y reviendrai un peu tout à l'heure. Alors, tu as tout à fait raison, le marché spot, c'est compliqué. Du coup, j'ai prévu un graphique qui présente différents produits de marché, mais on ne va pas s'y éterniser pour revoir un peu de quoi on parle. C'est quand on est opérateur sur le marché financier de l'électricité. On peut acheter de l'électricité longtemps à l'avance. Si je veux acheter maintenant de l'électricité qui me sera livrée en 2026, 2027 ou 2028, je peux. Et ça peut être fait comme ça, au moins j'ai une bonne vision du prix en tant que fournisseur de ce que je vendrai d'ici 2027-2028. Ça permet de rassurer les clientes et clients du fournisseur. Nous, à Enercop, on a des producteurs et des productrices. Il y en a certains qui nous vendent de l'électricité pendant 30 ans, donc eux, on sait à combien on va leur acheter. Donc ça diminue un peu ce besoin sur ce marché de long terme. Ça permet aussi de ne pas acheter l'électricité la veille pour le lendemain au marché spot à un prix qu'on n'a pas forcément bien connu, et du coup d'exposer les consommateuristes à un prix un peu aléatoire du jour pour le lendemain. Les prix sur le marché sont donc différents en fonction de leur échéance. Le dernier petit carré sur lequel je vais aller ici juste avant, c'est le dernier, c'est le jaune. Ça, c'est ce qu'on appelle le prix de règlement des écarts. Donc en fait, un acteur de marché peut acheter sur le long terme des produits qu'on appelle calendaires, puis sur le marché spot. Et si jamais, dans son périmètre d'équilibre, dans notre périmètre d'équilibre, il y a eu un déséquilibre, par exemple, il y a trop d'électricité qui est rentrée par rapport à ce qu'on est vendu, là, on revient sur ce que je décrivais tout à l'heure. RTE se retourne vers nous et nous dit il y a eu de l'électricité injectée sur le réseau que vous n'avez pas vendu. Cette électricité, elle a un prix. C'est nous qui le calculons après que l'électricité ait été gérée par nous. Et ce prix, du coup, qu'on découvre après la consommation et qui est assez aléatoire, c'est ce qu'on appelle le prix de règlement des écarts. Ce n'est pas forcément un prix sanction, mais il est, dans 99% des cas, désavantageux, très imprévisible, même pour les personnes qui voudraient faire de la spéculation sur les marchés. Donc, on essaye d'éviter ce prix. Mais parfois, on l'utilise et on y reviendra un tout petit peu tout à l'heure. Donc, cette partie que j'appelais la zone d'enthousiasme,
dans les perspectives, du coup, dans cet état des lieux sur la filière, il y a quand même beaucoup de choses à faire. C'est pas du tout une fatalité, c'est le mot qu'on avait vu tout à l'heure. Au contraire, c'est plutôt une opportunité. Pour l'instant, le premier aspect sur le marché qui est à prendre en compte, c'est que du coup, ça demande aux acteurs qui sont les fournisseurs et les agrégateurs et les responsables d'équilibre, d'aller plus loin dans ce que sont déjà leurs outils actuels. Nous, ce dont on a besoin, par exemple, c'est de réussir à prévoir à peu près la production des installations renouvelables qui nous vendent l'électricité. On le prévoit, comme ça après, si on a besoin d'acheter sur les marchés pour compléter ou de revendre, on le sait en avance. Et on fait aussi cet exercice de prévision du côté de la consommation pour que les deux se rencontrent. On a besoin de ça justement pour savoir ce qu'on va faire au mieux de l'électricité que les producteurs nous vendent, c'est-à-dire où on va la revendre et à quel prix, et si possible au meilleur prix. Dans le débouché marché de l'électricité, ce qu'on fait, c'est d'essayer de capter la meilleure valorisation possible pour pouvoir rémunérer les producteurs et productrices au mieux possible. Donc pour ça, il y a déjà besoin de cette prévision, et cette prévision, elle passe par un échange le plus transparent possible et le plus informatif possible entre les productrices et nous possible. Donc cet échange, nous, on est en train de le développer. C'est déjà des mails tout simplement envoyés par les producteurs et les productrices, des outils pour que nous, on puisse suivre un peu les habitudes de production d'une installation, c'est être informé quand une installation s'arrête ou au contraire éventuellement être informé quand il va faire très beau et qu'elle va beaucoup produire, c'est être informé quand une installation commence aussi. Donc tout ça, tout cet enjeu de qualité de prévision, ça nous permet sur le marché déjà de capter la meilleure valeur possible pour la redistribuer aux producteurs et aux productrices, et ça passe par les échanges. Et ensuite, on est en train de revoir un peu nos contrats avec les producteurs et les productrices pour justement ces périodes de prix négatifs, pour voir quel est l'espace qu'on peut trouver justement pour qu'une installation reste rentable quand même, qu'on ne perde pas des sous quand on a investi en construisant une installation. Donc pour ça, on est en train de voir comment, dans les périodes de prix spot négatifs, on peut malgré tout rémunérer le producteur tout en lui demandant de s'arrêter pour que nous, on ne soit pas doublement pénalisés. Puisque actuellement, ce qui se passe, si on achète en moment de prix spot négatif à un producteur, on paye une première fois au producteur l'électricité qu'on lui achète, et ensuite, on paye pour vendre sur le marché de l'électricité. On paye deux fois. On préfère déjà les mécanismes où on ne paye qu'une seule fois. Si les prix spots sont négatifs, c'est aussi parce que les consommateuristes et les clients et clientes d'Enercop restent quand même un peu à l'image de la consommation française, de toute façon ne sont pas là pour consommer cette électricité. Donc face à ces enjeux du marché actuel, le premier espace, c'est vraiment réussir à trouver avec les producteurs et les productrices comment est-ce qu'on travaille ensemble, y compris sur justement les nouveaux modèles de consommation qu'on accompagne, qui sont des modèles décentralisés, comme par exemple l'autoconsommation collective. Ça, c'est un super sujet, l'autoconsommation individuelle aussi. On fait beaucoup pour accompagner, en tant que bureau d'études, l'installation de panneaux. Et en tant qu'agrégateur, on a deux choses à explorer. D'abord, un service administratif, puisque les opérations d'autoconsommation collective doivent avoir un responsable d'équilibre. Ça, puisqu'on est RE, c'est un service qu'on peut fournir et devenir le responsable d'équilibre de ces installations. Et après, il y a l'enjeu de la rémunération. Et ça, c'est un sujet dans lequel nous, on n'est pas allé jusqu'au bout de la réflexion. Pourquoi ? Parce que je disais qu'il faut qu'on prévoie justement une production. Or, quand on achète un surplus, c'est relativement imprévisible, puisqu'il y a d'abord il y a d'abord la production qu'il faut prévoir, et ensuite il faut prévoir la consommation au sein de cette boucle, pour réussir à prévoir le surplus. Et nous, on n'est pas encore allé au bout de réussir à prévoir cette consommation dans la boucle pour savoir quel sera le surplus. Donc il y a tous ces espaces d'échange qui sont assez intéressants. Mais au-delà de ça, on commence aussi à aller justement sur des nouveaux modèles et de nouvelles opportunités. On a parlé du stockage tout à l'heure, et effectivement il se passe quelque chose sur le stockage. Maintenant, les batteries ou les autres systèmes de stockage commencent à devenir un peu rentables. En tout cas, on voit que leur valeur commence à augmenter.
Ça va venir le stockage, en tout cas nous on le sait, parce que si ce n'est pas nous qui faisons quoi que ce soit, de toute façon on a des producteurs et des productrices qui commencent à y réfléchir de leur côté, y compris des gros. Il viendra un jour où des productrices nous diront en fait voilà, moi depuis le début j'ai du stockage chez moi et il faudra calculer le modèle économique de ça. Donc on essaie de prendre un peu les devants pour voir à quel moment ça deviendra rentable, y compris dans la journée, quels seront les écarts de prix entre l'après-midi et le soir pour qu'un stockage devienne vraiment intéressant. Là où je voulais en venir aussi, c'est ici. Là, vous avez à gauche mon graphique préféré. Du coup, j'y passe un peu de temps. Il décrit un peu les prix du marché, c'est un peu ce que je décrivais tout à l'heure, sur une année. En gros, vous avez en ligne les mois de l'année qui vont de janvier à décembre. Et en colonne, vous avez les mois, et en ligne, vous avez les heures de la journée. Ça veut dire que si vous regardez la case la plus verte de ce graphique, le mois, ça correspond à juillet-août, et l'heure, ça va correspondre à 14h ou 16h. Donc c'est une visualisation qui montre que les prix sur le marché sont les plus bas possibles à ces moments-là. Au contraire, en hiver, entre 18h et 20h, les prix sont élevés. Bon, là, on retrouve finalement l'effet du solaire. Mais en fait, c'est une bonne nouvelle, quelque part. Ça veut dire que déjà, le solaire, il y en a suffisamment pour maintenant impacter les prix du marché. Et ça veut dire qu'il y a un moment où les prix ont baissé. Et donc nous, en tant que fournisseurs d'électricité, on peut transformer ça sur la facture des consommateurs et des consommatrices. Et c'est ce qu'on a fait à Enercop. On a lancé des offres de fourniture d'électricité avec des heures creuses qui nous sont propres. Des heures creuses, c'est des heures qui sont moins chères. Donc il y a plusieurs contrats qui existent comme ça, heure pleine, heure creuse. D'ailleurs, la CRE va en lancer aussi, Enedis va en lancer aussi. Nous, on a maintenant des heures creuses qui sont plus avantageuses l'après-midi et en été. Donc on a pu transformer ça dans la facture des clients qui ont souscrit à ces offres. C'est la gamme, c'est le graphique qui est à côté, c'est ce qu'on appelle maintenant, nous, des offres FlexiWatt. Ce qui permet d'embarquer les consommateurs et les consommatrices dans un décalage de consommation pour aller justement rencontrer la production solaire à ce moment-là. Et c'est là que c'est très intéressant parce que ça va aussi être intéressant pour la filière solaire d'avoir ce mécanisme. Et là, on retrouve un peu notre espace de discussion sur le prix entre l'offre et la demande. Parce que la consommation qui revient un peu au moment où la production solaire va peut-être renchérir un peu ces heures-là, ce qui va permettre de réassurer une valorisation des heures solaires et peut-être réaugmenter leur prix. Et du coup, réassurer à la filière solaire une rentabilité qu'elle avait un peu perdue. Du coup, pour l'instant, le geste militant qui permet de soutenir la filière solaire, c'est vraiment d'aller consommer à ces heures-là. Et ça, c'est ce qu'on est maintenant en mesure de faire. Déjà avec des offres un peu figées, et puis il y a une réactivité de certains consommateurs et consommatrices qui sont militants et militantes, qui sont capables de s'adapter non seulement sur une offre qui est un peu figée dans l'année, mais qui peut aussi répondre à des signaux du jour pour le lendemain. Ça, d'ailleurs, on n'est même pas les seuls à le faire, mais il y a des gens qui sont prêts à, quand on leur dit demain, consommer moins parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'électricité ou parce qu'il n'y aura pas beaucoup de solaire, ils sont prêts à le faire. Donc ça, nous, on l'a déjà mis en place. La question qu'on est aussi en train de creuser, c'est envoyer un signal vert. C'est-à-dire, demain, l'électricité sera peu chère et ça peut se traduire dans les factures, donc profitez-en. On n'est pas encore allé, nous, au bout de cette réflexion à Enercop, justement parce qu'on est toujours un peu sur un équilibre. Il faut envoyer un signal pour dire que c'est une opportunité, mais il ne faut pas consommer plus. On n'a pas envie de dire demain, c'est super, invitez vos amis pour faire un barbecue et mettez 2 degrés en plus dans votre jacuzzi. On veut dire décaler votre consommation. Donc il faut être vigilant sur les signaux qu'on envoie quand on lance des offres vertes. C'est pour ça que nous, on n'est pas encore allé au bout là-dessus. Mais donc il y a cet état de fait qui est cette rencontre avec un nouveau type de consommation. Donc voilà, donc ça c'est déjà ce qu'on est en train de faire à court terme et ce qui finalement est un nouveau bon équilibre puisque le solaire a fait baisser les prix du marché à certains moments. Cela permet aux consommateurs et aux consommatrices d'avoir des factures allégées à ces moments, ce qui leur permet
ALE de venir au moment où le solaire produit et donc de renchérir un peu la valeur de l'électricité du solaire. Et ça marque un peu aussi quand même l'entrée dans cette réflexion que j'avais en introduction, qui est du côté des renouvelables, on rentre de plus en plus dans la réflexion de comment on équilibre la consommation et la production sur un petit pas de temps, qui est le quart d'heure, la demi-heure ou l'heure. Et pour un peu plus de moyen terme, et Enercop, on va y répondre aussi, il y a encore beaucoup d'actions à faire qui sont un peu plus macro. La première, c'est déjà continuer des actions de plaidoyer qu'on mène, notamment pour l'électrification des usages, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, trouver un positionnement cohérent sur la mobilité électrique, puisque c'est aussi un gisement d'électrification qui n'est pas déconnant, qui en plus peut être au service de la filière renouvelable et de la filière solaire. C'est aussi être en réponse avec l'émergence de modèles assez innovants d'échange de l'électricité solaire et d'innovation. C'est les boucles d'autoconsommation collective. Ce sont, j'ai mis un acronyme un peu barbare, les CPPA, c'est les mécanismes de vente directe entre un site de production et un site de consommation. Par exemple, une installation au sol un peu grande et une usine. Et puis, c'est aussi comprendre un peu les modèles économiques qui sont nouveaux, le stockage, dont les batteries, voir ce qu'on peut faire pour les trackers, c'est-à-dire les pivots qui permettent au solaire de tourner pour suivre mieux le solaire. Et pour ça, on va continuer dans un point qui nous est extrêmement fort. Nous, c'est la transition citoyenne, parce qu'il y a aussi beaucoup de richesses à aller voir avec les collectifs citoyens. On pense que c'est bien dans les collectifs citoyens qu'on va trouver les gens qui sont à la fois le plus sensibles du côté de la production et du côté de la consommation, et qui ont déjà fait le lien entre les deux pour qu'il y ait cette rencontre. Voilà, donc au final, une des valeurs qu'on a à apporter à la filière solaire maintenant, au-delà de l'euro par mégawattheure pour la soutenir, c'est aussi des mégawattheures de consommation pour créer la demande qui va permettre à la filière de continuer à clairement se développer. Et tout ça, c'est trop chouette, je trouve. Voilà, c'est pour moi. Merci. Ok, moi j'ai ça. Comment je fais la transition Mince, j'avais une idée, mais... Non, je voulais juste préciser oui, merci, mais non. Je crois que ça va aller, je vais retomber sur mes pattes, comme un grand. Non, mais en fait, non, je voulais juste rebondir en disant, je pense que les véhicules électriques, il faut vraiment y aller au-delà du débat et qui doit avoir lieu, et on peut se poser la question aussi de la sobriété de ces éléments-là. Mais le véhicule électrique, c'est une forme d'opportunité. Je pense pour un fournisseur, vraiment, allez-y à fond, quoi. Parce que sinon, c'est les autres qui vont le faire. Voilà, parce qu'un véhicule, alors les gens vont dire oui, mais il n'est pas chez moi. Sauf que, je ne sais pas vous, mais à part des moissonneuses-batteuses ou des tracteurs, en général, les véhicules ne sont pas au milieu des champs, en fait. Ils sont à proximité de bâtiments, et en général, ces bâtiments ont une prise. En général. Donc, quand vous vous garez quelque part, il y a moyen. C'est un peu comme les ordi portables, quoi. À part ici, où j'ai pu le constater tout à l'heure, mince, il n'y a pas de prise, mais quand vous arrivez avec votre ordi portable quelque part, vous le branchez, en fait. C'est un peu la même idée avec un véhicule électrique. Mais comme nos véhicules thermiques ne sont pas branchables, on n'imagine pas que ça puisse arriver, quoi. Mais en fait, voilà, on n'est pas au milieu des champs, donc voilà. Et comme les véhicules électriques, je fais une aparté en essayant de retomber sur ma transition, et ça ne marche pas, on peut communiquer avec facilement, enfin pas que électrique d'ailleurs, mais eux, ils peuvent les actionner en charge, décharge, en vous assurant que vous rentrerez chez vous, quoi. Donc il faut vraiment y aller, c'est une opportunité, je pense. Voilà. Et donc la Belgique, juste pour dire quand même, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour bien comprendre le propos, c'est que c'est trois marchés de l'électricité différents. Autrement dit, vous pourrez considérer que c'est trois pays différents. Les réglementations sont différentes, quoi, dans ces trois marchés. Alors, c'est pas spécialement le jour et la nuit, mais quand même, c'est différent. J'y suis sur ma transition.
Tout à l'heure, j'ai montré ces deux écosystèmes du partage / l'autoconsommation collective et la fourniture. Ça ne se marie pas super bien en Belgique dans 2 des 3 régions. Pour plein de raisons techniques que je ne vais pas évoquer ici et qu'il y a moyen de résoudre ces raisons techniques, ces problèmes techniques. Mais en tout cas, ça ne se passe pas bien. Et aujourd'hui, tous les fournisseurs, y compris ceux qu'on aime, vous proposent un forfait supplémentaire dans votre facture d'électricité, un forfait annuel, si vous allez dans un partage d'électricité. Parce que, quelque part chez eux, ça leur coûte plus cher à différents égards. Et donc, on a un blocage économique, en fait, dans 2 des 3 régions. On a un blocage économique à participer à un partage d'électricité. Et donc, c'est débile parce qu'on a besoin de ces deux activités, selon nous. Notre vision du futur, en tout cas de l'électricité, c'est quoi? C'est que on a la personne toute seule, client final, comme on dit chez nous, qui peut produire demain, voilà, au niveau vraiment isolé, quoi. On a le fournisseur qui est, comme ça a été expliqué, qui développe tout un tas d'activités d'agrégation importantes sur une échelle de territoire important. Et entre les deux, nous on pense que là il y a le partage d'électricité, qu'on peut appeler communauté d'énergie, peu importe, qui est un acteur un peu intermédiaire qui peut adresser aussi des questions physiques du réseau que j'ai évoquées tout à l'heure, les surtensions, etc., qui n'ont pas de place dans un marché plus global, puisque c'est les bouchons, quoi. Hein, et donc celui-là peut peut-être devenir je sais pas, le bison futé de nos autoroutes. Enfin, j'en sais rien. Ça existe encore, bison futé? Ouais, non. Enfin bref, il y a un problème là, et en fait, il y a encore personne qui règle ça. Il n'y a pas de marché. Alors soit on met un gendarme, un Indien, enfin j'en sais rien, mais il y a quelque chose à faire là, mais ça se joue relativement localement, en fait. Enfin, ça peut se jouer relativement localement. Et nous, c'est cet élément-là qu'on veut développer, mais vous comprenez bien que si on se la joue poupée russe, même si on ne peut plus dire ça, on a le consommateur tout seul, on a la dimension communautaire des communautés d'énergie, de l'autoconsommation collective, on a le fournisseur, ou les fournisseurs, et alors le lien entre tous, c'est la responsabilité d'équilibre. Voilà, donc dans 2 des 3 régions de Belgique, le fournisseur est pénalisé d'une manière ou d'une autre quand on est dans un partage d'électricité, et donc il met un surtarif forfaitaire annuel sur votre facture d'électricité qui va de 60 à 160 € par an. Et donc ça ruine en gros globalement le gain que vous pourriez avoir à être dans un partage d'électricité. Une des 3 régions ne fait pas ça. C'est la région bruxelloise, mais c'est les cartes qui sont là au-dessus. Ça fait une longue introduction. Hein. Et donc là, les fournisseurs ne font pas ça. Pourquoi? Parce que, en gros, ils reçoivent les bonnes données au bon moment, qui leur permettent de ne pas avoir de surcoût dans tous les métiers que Julien vient d'expliquer, ou en tout cas très très peu. Et là, on voit que depuis bientôt 3 ans maintenant, 2 ans et demi que la réglementation est suffisamment aboutie et fonctionne, eh bien on a plus de 260 opérations de partage d'électricité qui sont développées. Donc ça, c'est des chiffres de fin août. Et donc ces opérations de partage, elles sont de 3 types. Soit c'est ce qu'on appelle du pair à pair, donc c'est entre 2 personnes. Donc quelqu'un d'entre vous a des panneaux solaires, moi j'en ai pas, on contracte ensemble et je lui achète son surplus. Donc, voilà, et à la fin de l'année je reçois une facture, ou tous les mois, enfin peu importe, de mon voisin, quoi, qui me dit voilà, selon les chiffres Enedis, tu as consommé autant de ce qui vient de chez moi, je te paye autant. Et voilà, et j'ai une deuxième facture, donc on a 2 factures, c'est complexe. Et l'autre facture vient de mon fournisseur pour le solde. Ça c'est le pair à pair. Il y a la deuxième opération de partage d'électricité, c'est au sein du même bâtiment. Donc c'est la même chose, mais on peut être plus que 2. Et la caractéristique, c'est que c'est de l'électricité produite sur le bâtiment et consommée dans le bâtiment. Donc typiquement, si vous êtes en appartement. Et la troisième opération de partage d'électricité peut se faire au sein de ce qu'on appelle une communauté d'énergie. Et là, vous pouvez être plus que 2 dans des bâtiments différents. Voilà. Et donc aujourd'hui 260 opérations, dont 21 communautés d'énergie. Je crois que c'est 30 maintenant parce qu'il y en a 9 qui sont autorisées par le régulateur. Et voilà, pas plus de 2000 personnes enfin 2000 compteurs en fait qui sont intégrés là-dedans. Donc ça se développe assez bien parce que les conditions réglementaires et techniques sont correctes à Bruxelles.
Il y a un autre endroit en Europe où ça se développe assez bien, c'est en Autriche. Ils ont plusieurs milliers d'opérations de partage d'électricité. Ailleurs en Europe et ailleurs qu'à Bruxelles, en Belgique, c'est très compliqué. Et le point clé, c'est vraiment le mariage avec le métier que Julien vient de présenter. Parce que voilà, ça doit être en bonne adéquation, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, je pense. Merci à tous les deux. Et Alors, je voulais juste ajouter, je disais en introduction que effectivement la fin des contrats d'obligation d'achat, l'achat de surplus à 4 centimes, en fait, d'un côté, le fournisseur a besoin de visibilité. Et dans les opérations d'autoconsommation collective, quand il y a du surplus, c'est pas forcément très attractif pour un fournisseur parce que vous n'avez pas cette visibilité-là. C'est pas vous qui avez la vue d'ensemble du périmètre. Et à l'inverse, le producteur a envie de valoriser son surplus économiquement. Et nous, on a au sein de l'association un adhérent qui a créé l'association 3 ERL pour jouer la fonction de responsable d'équilibre. Donc il s'amuse à aller sur les prix spot pour valoriser ce surplus. C'est peut-être pas la solution, mais c'est juste pour montrer qu'il y a un nœud là aussi où sur la fin d'obligation d'achat, la fin de votre installation solaire, elle fonctionne encore 10 ans, mais pas le contrat, il se termine au bout de 20 ans. Et en fait, on voit bien là qu'il y a un sujet, et effectivement, l'autoconsommation collective, ça peut être une des réponses. Voilà, en tout cas, vas-y, je t'en prie. Juste rebondir là-dessus, une des considérations intéressantes, que nous on trouve intéressant dans l'autoconsommation collective, c'est, je reviens sur le mot, cette dimension pédagogique. C'est que quand vous rentrez dans une logique d'autoconsommation collective, vous êtes confronté d'un côté en tant que producteur qui doit vendre et consommateur. Et donc vous êtes sur cette tension que Julien a évoquée. Tiens, mais comment est-ce que je garde assez de marge de profit pour financer une installation? Et puis moi en tant que consommateur, comment est-ce que je paye le moins cher? Et donc en fait, c'est intéressant parce que vous êtes confronté à cette idée, c'est quoi finalement le prix juste, etc., avec des contraintes économiques qui s'imposent à vous, et puis avec une volonté de consommateur de payer. Personne n'aime payer sa facture en fait. Donc ça c'est assez intéressant, quoi. Et alors une autre dimension, je pense qu'on oublie tous parce qu'on est trop jeunes, même les plus âgés d'entre nous, c'est qu'on doit, demain peut-être qu'on va maintenir des notions de subsides, etc. pour éviter des prix négatifs. Je connais pas, j'ai pas la solution, sinon je serais peut-être pas avec vous, je pense, mais soit. On ne doit pas oublier que la base c'est l'accès à l'énergie, quoi. Donc tant qu'on veut de l'électricité, on doit investir en fait et garantir qu'il y ait de l'investissement qui est fait. Sinon un jour peut-être qu'on n'en aura plus. Mais aujourd'hui on est dans une abondance de systèmes, on est dans une société Belgique-France qui économiquement on est quand même le cul dans le beurre, quoi. Et donc on se dit pas que on pourrait ne pas avoir d'électricité, mais en fait il faut que des gens investissent, quoi. Et c'est pas un gros mot de le dire. Merci. On n'a pas rattrapé notre retard de la précédente table ronde. Donc, est-ce qu'il y a des questions? On va peut-être en prendre une, deux maxi. Et je vais passer le micro. Bonjour, Nicolas Beaumont, entreprise Elexon. Je voulais savoir un peu comment réellement fonctionne le partage d'énergie. Si vous avez donc un client qui a une production solaire, qui veut revendre à son voisin donc son surplus d'énergie, s'il habite dans une rue ou deux rues à côté, l'énergie réellement de ces panneaux solaires vont aller au voisin, pas à son destinataire réel, parce que les électrons vont plus court. Donc c'est ça que je ne comprends pas très bien. Je vais voir pour la deuxième question. Alors juste, moi, je ne suis pas expert de ce qui se passe en France, donc je vais parler pour... alors oui, physiquement, effectivement, les électrons, ils vont n'importe où, ils vont au plus proche. C'est vrai pour le partage, c'est vrai pour la fourniture. Voilà, ça c'est physique. Et donc il n'y a aucun contrat de fourniture, de partage de quoi que ce soit qui correspond à la physique. Mais c'est pas possible parce que l'électron se déplaçant à la vitesse de la lumière, à peu de choses près, faut se dépêcher pour allumer l'interrupteur, quoi. Enfin bref. Mais donc effectivement, il y a une notion un petit peu virtuelle, mais c'est là qu'entre en jeu la gestion du réseau de manière globale.
c'est de garantir, via la fourniture et le responsable d'équilibre, via des contrats d'adéquation, on va dire, que globalement ça marche. C'est-à-dire que tout le pot qu'on remplit d'un côté, il se vide au même rythme de l'autre côté au même moment pour pas qu'il déborde et pas qu'il soit trop pas assez rempli, quoi. Mais effectivement, vous ne savez pas tracer l'électron précisément. C'est du contrat de volume. Il y a une notion virtuelle. Non, mais en France, on a les mêmes électrons. La réponse vaut aussi pour la France. Tu prends l'exemple de la rue, mais on peut faire des boucles d'autoconsommation collective avec un rayon de 10 km, donc 20 km en tout. Donc effectivement, il n'y a pas de traçabilité. Enfin, tu n'es pas sûr de trouver exactement le même électron au bout. Je voulais apporter quelques précisions par rapport à l'auto. Juste pour compléter peut-être, à Bruxelles par exemple, il y a des frais de réseau, des tarifs réseau qui sont incitatifs par rapport au partage d'électricité, dans l'idée d'encourager le partage au sein du même bâtiment en premier, et puis éventuellement. Et donc les tarifs sont construits en disant c'est moins quand vous consommez dans le même bâtiment, vous payez quasiment pas les frais réseau. Et puis un peu plus loin, c'est-à-dire derrière la même cabine de distribution basse tension, vous payez les frais de réseau un peu plus cher, mais c'est encore réduit. Et puis derrière une cabine basse tension différente, etc. Jusqu'au moment où vous payez les mêmes frais réseau que n'importe qui. Je voulais apporter quelques précisions par rapport, donc Thierry Zanson, Solaire en Or, des précisions sur en fait le pic de production solaire. C'est forcément l'été, donc on sait que actuellement le gros de la production c'est des centrales au sol. Les particuliers, c'est pas grand-chose encore pour l'instant au niveau production. Et tout le monde est dans l'obligation d'achat. Donc, à part Solaire en Or qui depuis longtemps milite pour une autoconsommation et justement en disant on consomme dans la journée, ils n'ont pas intérêt, eux, à consommer dans la journée, à consommer dans la journée parce qu'ils vendent la totalité, quelle que soit la demande. Donc, et par rapport été, hiver, je veux dire... si on met du stockage, on parlait de voitures, l'hiver, si les voitures stockent, on a besoin d'énergie pour les voitures, là on va se retrouver avec de l'électricité en moins, parce qu'il y aura de plus en plus... donc on va se retrouver avec un déséquilibre qu'on n'aura peut-être pas l'été, mais qu'on va avoir l'hiver, parce qu'on va manquer de moyens de production. Donc il faut faire attention. Et pour revenir à l'autoconsommation collective, c'est pareil. S'il n'y a pas de signal donné au consommateur, est-ce qu'il va savoir quand est-ce qu'il va consommer justement pour baisser ce pic de production? Et je ne pense pas, pour moi, il n'y a pas de signal qui est donné dans l'autoconsommation collective. Il n'y a pas de petite lumière verte en disant « Allez, mettez votre machine en route » au niveau des consommateurs dans l'autoconsommation collective. En fait, c'est les moyens. C'est une habitude à prendre, c'est une pédagogie à faire au niveau du particulier, à dire il y a du soleil, allez, faisons tourner nos machines. Et voilà, ce qui est bien, c'est la flexi proposée par Enercop. Il y a un signal qui existe, hein, mais qu'on n'a pas l'habitude de prendre. Il suffit de regarder le bulletin météo, en fait, de TF1, France 2. Vous regardez, demain, grand soleil, bam, 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 ah ok, je consomme en journée. Beaucoup de vent, ah si j'ai un contrat avec Enercop, je sais que je vais avoir de l'éolien, quoi. Enfin, j'espère. Je suis désolé, on va devoir arrêter pour les questions. Il y avait monsieur qui voulait parler des AMEP. C'est vrai que c'est une autre forme d'autoconsommation collective où on échange l'électricité gratuitement. Mais on va devoir arrêter là parce qu'on a pris de retard et on va passer à la troisième table ronde. Merci à tous les deux.